je vais parler vraiment de l'envenimation terrestre. Je n'aurai pas le temps d'aborder les envenimations par animaux marins, les poissons, méduses, rascasses, poissons pierres, vives, raies, etc. Ni la ciguatera, je n'aurai pas le temps. Donc, on va aborder seulement ce sujet qui me porte beaucoup à cœur. C'est les envenimations par morsure de serpent, qui représentent quand même un problème de santé publique. C'est vraiment les morsures de serpent sont classées dans la catégorie A des maladies tropicales négligées. Bon, moi, j'aime bien les maladies négligées. C'est pourquoi je suis là cet après-midi. Donc, on estime quand même il y a 5 millions de personnes qui sont mordues par des serpents chaque année dans le monde. Il y a près de 140 000 décès et 1,2 million handicaps et défigurés. Tout à l'heure, je vais vous expliquer vraiment, quand on parle de morsure de serpent, de quoi on parle. Je pense qu'à Nice, il n'y en a pas, mais en Afrique subaérienne, il y a près de 30 000 personnes qui meurent chaque année de morsures de serpent. 8 000 sont amputées et les morsures de serpent touchent principalement des communautés rurales, surtout en Asie, chez nous également dans la Caraïbe, vous allez voir. Donc en fait, l'Amérique... En Amérique et également la région caribéenne n'est pas épargnée. On a un type de serpent qui est très répandu, c'est le Bothrops atrox. C'est une sorte de vipère, c'est le serpent le plus important dans la région, qui est responsable de près de 80-90% des envenimations de serpents, soit en Guyane, soit en Martinique, dans l'Amérique du Sud et en Martinique. En d'autres, il y a d'autres espèces. Quand on regarde le cas, en Guyane française, là, il y a près de 97 espèces, mais 27 espèces venimeuses. Et là, vous avez le Bothrops atrox, 90% des morsures. Après, il y a 5%, parfois 2% de Brasilie. Bothrops, c'est la même famille. Et le Bothrops bilineatus et tenuatus. C'est ce que je veux dire, un étudiant qui se trouve, un interne qui se trouve en Guyane, il doit avoir une idée des morsures de serpent. Il y a près de 50 à 100 cas par an. Et la majorité, c'est le Bothrops atrox. Quand on regarde au niveau de la zone à côté amazonienne, on travaille avec les Brésiliens, on voit vraiment que les morsures de serpent, principalement, c'est pas cette grande famille vipéridée. Les élapidés sont vraiment minimes, les mycorhus, il n'y en a pas beaucoup. La grande majorité des morsures de serpent sont infligées par des espèces de vipères, c'est ce qu'on vient de dire, moins de 1% correspondent à des morsures délapidées. Et je vais vous détailler tout ça, c'est des mycorhus qui donnent des atteintes plus ou moins neurologiques. On va passer vite, je sais que vous êtes fatigués de nous entendre, mais ici, vous pouvez regarder, voir qu'il y a vraiment, quand on regarde dans le monde, on a parlé de ça, mais on va prendre la région qui nous concerne. Vous voyez vraiment, c'est un problème de santé publique. Il y a beaucoup de décès, comme vous pouvez constater, 140 000. Et là, en Amérique latine et Caraïbes, là où on fait partie, on estime qu'il y a près de 150 000 cas. Donc, il y a 3 à 4 à 5 000 de décès par an. Mais la grande majorité, c'est Amérique centrale. Surtout, on va vers le Costa Rica, on va vers le Belize et Honduras et d'autres endroits. De quoi on parle? Quand on parle de morsure de serpent, on parle de venin et vous pouvez remarquer ici, là, il y a dans le venin des vipéridés et lapidés, le venin est constitué de beaucoup de protéines, enzymes, et vous allez voir, chaque venin, chaque serpent a ses caractéristiques. Par exemple, dans la grande famille des Bothrops, je viens de terminer ma thèse, ça je comprends bien. Il y a plusieurs types. Par exemple, le Bothrops de Costa Rica, Asper, c'est pas le même type de venin que celui qui se trouve en Guyane, mais ils peuvent avoir des caractéristiques, surtout en termes de la composition chimique et biologique.
Ici, on retourne chez nous en Martinique. Si vous visitez la Martinique, sachant que il y a un seul serpent venimeux, même s'il y a d'autres petits serpents très petits comme moi, mais il y en a un seul qui donne problème, c'est le Botrops lanceolatus qu'on appelle ici bête langue. Vous pouvez regarder sa caractéristique. On est dans la même famille des vipères. Sa caractéristique est simple. Il a une grosse narine, la tête un peu grosse. Et cette famille-là, que je vous ai dit, dans toute l'Amérique latine et centrale et des Caraïbes, on a vraiment ce genre de botrops. Et là, c'est les caractéristiques. Il y a toujours ces deux fingres, ces deux dents. Et c'est les patients qui arrivent aux urgences, l'interne des urgences, où le médecin doit être capable de rechercher ces deux marques. Donc, c'est typique. Et quand ils arrivent là, actuellement, il y a un qui est aux urgences. Et la première signe qu'on recherche, c'est vraiment les deux marques et également l'œdème, etc. Quand on va en Guyane, depuis quelques années, il y a ce problème de santé publique, mais qui était un peu occulté. Mais depuis 2 ans, avec une coopération avec nos médecins collègues guyanais, on arrive à identifier ces serpents, surtout Grage Petit Carreau, c'est le Botrops atrox. C'est celui-là qui donne beaucoup plus de problèmes, 90% des morsures. Après, on a d'autres, on a déjà discuté de ça. Ici, ce problème... Bon, vous pouvez remarquer, s'il y a quelque chose qui nous caractérise, nous, c'est vraiment la coopération médicale et scientifique. On a appliqué la même formule dans les morsures de serpent. On a montré, pour comprendre ce qui se passe au niveau de la région, pour combattre ce fléau, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'antivenin, il y a d'autres qui en ont. Donc on a dit une seule chose pour comprendre ce qui se passe, c'est de coopérer. Pour cela, nous nous sommes rendus au Costa Rica, à l'université de Costa Rica. Pour nous, c'est l'une des grandes universités de la région. C'est ignoré, mais c'est l'une des grandes universités. On s'est rendu et on a publié notre premier papier avec eux sur, on a ici, là, vous pouvez constater, on a montré les différents types de serpents dans la région. Si on prend le cas de la Guyane, avec une population de 400 000 habitants presque, voici les types de serpents. On a dit, celui qui donne beaucoup plus de problèmes, c'est le Botrops atrox. Ici, en Martinique, 400 000 habitants, Botrops lanceolatus. Bon, je me suis un peu gêné pour les amis de Guadeloupe. Il n'y en a pas en Guadeloupe de serpents venimeux. Donc, on a presque 30 cas par an. Et depuis 15 ans, il n'y a pas de décès. Et on a un antivenin qui marche très bien, qui s'appelle Botrofave, qui nous aide depuis 15 ans. Il n'y a pas de décès. Et je pense à votre époque, monsieur, quand vous étiez à l'hôpital, ou bien vous avez quand même un membre de la famille qui a été mordu, et il y en a beaucoup à votre époque. C'est ça. Vraiment cette envenimation, on ne va pas tarder beaucoup. Quelques mots sur les caractéristiques. Donc ce venin, le Botrops lanceolatus ferdinans, c'est de la famille des vipéridés, type crotaliné. C'est l'unique serpent en Martinique, proche génétiquement du Botrops caribeos. Il y a le même à Sainte-Lucie, même. Bon, il y a un peu d'historique, on ne va pas entrer dans ça, mais quand même, le même antivenin qui marche ici devrait marcher sur Sainte-Lucie. Et à Sainte-Lucie, on n'a pas d'épidémie. On sait qu'ils ont près de 50 cas par an. Les complications, avant nous, il y a des gens qui ont travaillé, avant nous à l'hôpital, il y avait près de 30, l'incidence reste pareille, 30-35 cas, il y avait des complications type thrombotique, c'est ce qui fait la caractéristique de ce serpent, parce que c'est l'unique serpent au monde qui donne des AVC type ischémique, vous allez voir ça. Donc dans la majorité des cas, avant nous, il y avait 30% de complications thrombotiques, des troubles coagulatoires dans 25% et des AVC de 14%. Et il y avait des décès, près de 12 à 15% de décès. Et les séquelles étaient très, très importantes. Les gens qui ont travaillé avant nous, beaucoup de respect pour Thomas, qui est à la retraite. J'ai pris la relève. Quand on regarde au niveau de la physiopathologie, pour comprendre, on pense, jusqu'à présent, nos études qu'on a menées à l'Institut Clodomiro Picado au Costa Rica, ce sont des études plus ou moins négatives parce qu'on n'a pas, aujourd'hui, si vous me demandez, si vous me dites
pourquoi il y a ce type d'AVC, et on va vous dire, bon, peut-être il y a une atteinte endothéliale, mais nous, dans l'étude que j'ai menée là-bas, j'ai pas pu montrer la thrombose ou bien l'atteinte, les complications thrombotiques, que ce soit dans le rat, dans les souris, j'ai pas pu. Donc, mais on sait qu'il y a une atteinte endothéliale, on sait qu'il y a beaucoup de métalloprotéinase, près de 75%. Après, il y a des phospholipases, et c'est ce qui explique l'œdème que présentent ces patients. On sait qu'il y a une atteinte coagulatoire, on sait qu'il y a une atteinte inflammatoire. On voit ça chez nos patients graves qui arrivent parfois même hospitalisés en réanimation. Depuis là, on a travaillé beaucoup sur les manifestations cliniques. On a un protocole. On sait que la gravité est déterminée par la manifestation clinique, par la façon que les patients présentent. Bon, on se divise en 4 grades. Pour nous, le plus souvent, c'est le grade 2, c'est le patient qui explique voilà, j'étais en train de faire le jardinage, je ressens quelque chose qui me tire, donc voilà, et ça ne sert pas, mais il y a un œdème, ça fait mal, et il arrive aux urgences. Nous, selon le segment, on détermine si c'est un grade 2 et il y a une ampoule. Grade 4, c'est vraiment quand il y a des signes généraux. Le plus souvent, ce sont des patients qui vont recevoir 3 ampoules et qui vont être hospitalisés en réanimation. Donc, vous voyez les caractéristiques, ces patients présentaient aux urgences comme ça. L'IRM, vous pouvez constater qu'il y a des lésions au niveau de Pica, qui sont des lésions typiques que les neurologues seulement en Martinique connaissent. Pour faire le diagnostic différentiel, c'est très difficile d'avoir des lésions bilatérales parfois au niveau Pica. Le traitement spécifique existe, c'est le Botrophav. Il y a le Botrophav 1 qui est apparu en 1993. On a vu en 2004 qu'il y avait beaucoup de cas de recrudescence d'AVC ischémique. On a mené une étude rétrospective où on a vu qu'il y avait 9 cas d'AVC ischémique sur 10 ans et 5 atteintes cardiaques. Bon, quand je dis qu'il y a des thromboses, les thromboses ne sont pas seulement au niveau neuro. Il y a les mêmes patients peuvent présenter une embolie pulmonaire, une thrombose, et un infarctus, et au niveau même une ischémie mésentérique. Donc il y a eu un décès durant ces 15 dernières années. En 2011, on pensait qu'il y avait une réduction de Botrophav 1. On a introduit le Botrophav 2 et depuis lors, on n'a aucun décès. Donc, vous pouvez venir en vacances sans souci en Martinique, vous n'aurez pas de souci. Comme cette jeune femme, oui, elle a eu de soucis, elle, 35 ans, mordu au pied gauche, admise 48 heures après, c'était pas dans mon gouvernement, hein, c'était avant, avec une hémiplégie droite, elle devient aphasique, cécité corticale. Voici l'image en flair et en T2, vous voyez, ces lésions sont typiques, c'est des infarctus multiples, pariétotemporal, surtout prédominant du côté, il y a le noyau codé également qui est en. Si on fait un petit coup de pied en Guyane, il faut prendre un avion, 2 heures seulement qui nous séparent, mais là, c'est le pays qui nous intéressait beaucoup. Mais grâce à cette étude qu'on a menée ensemble, on a pu comprendre et étudier ces serpents. Ce qui nous intéresse mieux, c'est le Botrops atrox. Vous pouvez constater avec cette étude que nos collègues ont publié Mutrici. Là, il a déterminé le taux de mortalité vraiment dans les morsures de serpent en Guyane qui est très élevé. Si vous regardez French Guyana en termes de population, 0,274, un peu élevé pour un petit pays, région comme ça. Donc, les venins, on dit que ce sont des enzymes, de vieilles protéines, mais qui font des dégâts. Ça agit dans notre système, partout. Vous voyez, notre cas en Martinique, c'est le cerveau, surtout, ce sont les poumons, le cœur, et ça peut agir partout. Dans le cas des serpents de Guyane, eh bien, on a, les patients meurent de choc hémorragique. Il y a vraiment cette atteinte coagulatoire que je vais vous expliquer tout de suite. Ici, c'est le tableau clinique de l'article qu'on a publié récemment avec nos amis brésiliens. La collaboration ne s'étend pas seulement du côté français. On prend la frontière dans l'autre sens où on travaille avec les Brésiliens. On a publié avec eux cet article en 2020 où on a montré que les caractéristiques cliniques sont les mêmes. Il y a des signes locaux, il y a des signes systémiques. Ce
sont des patients qui vont arriver avec des saignements, une thrombopénie, ils n'ont plus de plaquettes dans moins de 6 heures, pas de plaquettes, pas de le TP est à 0, donc voilà, et c'est le même qu'ils présentent. Arrivé aux urgences, ce test ils font toujours en Guyane, mais nous on n'a pas besoin, nos patients font plus l'ischémie, donc ici et avec ce test dans 20 minutes, le tube sec, on voit vraiment si ça se coagule ou si ça ne coagule pas, et on a déjà le diagnostic. Quelques images de Guyane, et cet enfant, vous voyez, ces papules, macules, cet œdème, et ce sont des patients en peu de temps qui vont terminer en nécrose, et avant, quand il n'y avait pas d'antidote, on voyait vraiment beaucoup, il y a eu beaucoup d'amputations. Et là, vous voyez vraiment la conjonctivite, il saigne de partout. Ce sont des patients qu'on voit en réanimation. Et il y a un protocole de prise en charge en Guyane également. Depuis lors, en 2017, on a fait un premier symposium en Guyane. Suite à ça, sur les lieux, ils savent ce qu'ils doivent faire, calmer le patient, ce qu'ils ne doivent pas faire, ne mettre pas de garrot. Aux urgences, ils savent. Et on est appelé, et ce sont des patients qui finissent toujours en réanimation avec un protocole bien établi. Mais en Guyane, il y a 3 grades. Il n'y a pas de 4 grades comme nous. Et donc, voilà, il y a un antidote aujourd'hui qui s'appelle antivipmé qui est appliqué. Et depuis là, la mortalité a diminué. Suite à ça, vous vous rappelez bien, il y a eu ceux qui ont fait de la presse, je vais parler de ça tout à l'heure, mais on a publié ce cas clinique, c'était ma première, il y a 3 ans en Guyane, où j'étais en réanimation, où on a vu venir ce monsieur d'origine brésilienne qui a mis son pied dans une niche où il y avait 3 serpents, ils l'ont mordu plusieurs fois. Et là, on a essayé, à cette époque-là, il n'y avait pas d'antidote. C'est à cause de ce problème-là. Après le symposium, donc le gouvernement français a donné l'autorisation d'utiliser l'antivipmé du Mexique. C'est ce antivenin qu'on utilise maintenant. Ce monsieur, vous voyez, il a passé 15 jours, il était en choc, intubé, ventilé. Et après, vous voyez là, l'histopathologie, il y a vraiment des nécroses hémorragiques. Il a fini par perdre sa jambe. Donc depuis là, beaucoup de gens nous ont critiqués en disant comment voulez-vous un pays qui fait partie de la France, un grand territoire comme ça, il n'y a pas d'antidote. Bon, ça fait mal, mais c'était la vérité. Quand on a présenté ce cas, donc vous voyez, ce patient était en défense multiviscérale. Ça, c'est le nombre de jours à J3 déjà. Il était déjà en différence de multiviscérale, trouble coagulatoire, hémodynamique, il était sous dialyse, il va finir par être amputé et l'histologie montre que vraiment. Là, il vit, je l'ai vu dernièrement en Guyane. Voilà, j'ai détaillé pour vous les jours, on va avancer. Donc là, depuis lors, le symposium, ça a suscité la conscience des gens et cet antivenin qu'on utilise qui s'appelle antivipmé. Donc voilà. En conclusion, les envenimations vipérines sont graves. On voit vraiment, quand on dit on fait partie des départements français d'Amérique, on parle de Guyane et également la Martinique, on peut, dans 90% des cas, si vous êtes interne au médecin des urgences, vous pouvez avoir une envénimation vipérine. La physiopathologie, vous voyez, c'est complexe. Dans le cas de la Guyane, c'est la fibrinolyse, c'est vraiment des troubles coagulatoires et autres. Le TP qui est abaissé, l'action sur l'hémostase primaire, on voit vraiment la physiopathologie est un petit peu différente. Action au niveau de la coagulation plasmatique et qui conduit vraiment à des gravités, à une défense multiviscérale. On arrive à perdre les patients. Le traitement asymptomatique antivenin, c'est ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Et est-ce qu'il y a des traitements spécifiques autres que les antivenins? Il y en a qui utilisent l'immunothérapie. Il y a une grande discussion mondiale que je suis en vraie lutte entre la France et l'Angleterre sur la fasciotomie. Il n'aime pas du tout professeur Warel, mais nous on a quelques cas où on fait de la fasciotomie. Le pronostic, la mortalité et la morbidité dépend de la précocité et la gestion du malade. Et là, en signe de conclusion, les envenimations d'origine animale sont et continueront d'être le pilier du traitement des morsures, les antivenins, des morsures de serpent, antivenins de base, protéines génétiques. Bon, aujourd'hui,
ce qu'on va utiliser ici, c'est le laboratoire de Micropharm. C'est un laboratoire anglais qui a repris la main parce que le laboratoire français a vendu au laboratoire anglais parce qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices. La synthèse de fragments Fab spécifiques des espèces permet de constituer les antivenins spécifiques bien tolérés. Donc nous, on pense dans le futur, il faut penser à d'autres choses, à des protéines génétiques. Il faut oublier le traditionnel, prendre du venin, injecter chez les chevaux, c'est du traditionnel. Je pense dans le futur, on va aller vers la protéine génétique, vers des choses plus simples. Mais il nous faut des essais cliniques nécessaires. Pour cela, on travaille ensemble, ça va venir. Il faut une banque d'antivenins dans la région qu'on n'a pas aujourd'hui. Les antivenins, c'est seul traitement validé qui devrait être disponible et devrait toujours être utilisé pour éviter, comme ce monsieur qui a perdu ses jambes. Merci. C'est vraiment un problème qui n'est pas totalement résolu puisqu'il y a encore des envenimations par morceaux de serpent boutrope en Martinique. Et le traitement antivenin, effectivement, il y a une longue évolution puisque j'ai connu l'époque où c'était un sérum de cheval qui avait été sensibilisé au venu de serpent et qui avait survécu à cette envenimation. Et on utilisait ce sérum qui n'était pas très bien toléré. Et à l'époque, M. Elisabeth, qui était le chef du service de réanimation, utilisait ce sérum et il semblait être satisfait des résultats malgré tous les syndromes de défaillance multiviscérale et de coagulopathie qui présentaient ces patients, malgré l'utilisation de ce venin. Donc, s'il y a maintenant un antivenin qui est le fragment FAB des anticorps spécifiques contre le venin de serpent, ben c'est très bien, en attendant que l'ingénierie génétique nous permette d'avoir exactement le fragment qui va annuler l'activité du venin.